Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis rejoint par Alfred de Zayas, qui est professeur de droit à l'école de diplomatie de Genève et qui a également été expert indépendant de l'ONU sur l'ordre international entre 2012 et 2018. Je suis donc très heureux de pouvoir discuter avec vous pour obtenir un point de vue juridique sur certains des conflits dans lesquels nous sommes engagés, ce qui est certainement quelque chose dont nous avons besoin de nos jours. J'espérais donc que nous pourrions d'abord discuter d'une lettre que vous avez écrite ou d'un plan pour la paix. Mais je suppose qu'avant de discuter de la solution, il vaut la peine de s'attaquer aux causes de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut s'y attaquer avant de voir comment la résoudre. Nous commençons souvent par l'autre bout. Mais comment voyez-vous les causes de cette guerre en Ukraine? Et comment expliquez-vous votre plan pour mettre fin à cette guerre? Eh bien, Glenn, vous-même en avez écrit. John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Stephen Kinzer, Dan Kovalik et feu Francis Boyle aussi. Maintenant, c'est tellement évident. Je veux dire, c'est une question de dossier. Les faits sont sur la table. Il y avait un engagement de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Cet engagement a été rompu par Bill Clinton. En fait, Bill Clinton restera dans l'histoire comme l'un des pires présidents que nous ayons eus, parce que nous avons eu ce moment unique et brillant dans l'histoire où nous aurions pu avoir la paix. Les Russes voulaient la paix. Les Russes voulaient se désarmer. Nous aurions pu avoir une conversion des économies axées sur le militaire en économie de sécurité humaine. Nous aurions pu avoir le désarmement pour le développement. Et qui l'a détruit? Bill Clinton et les néocons autour de lui. Et cette affreuse Zbigniew Brzezinski, avec son grand échiquier et l'idée du nouveau siècle américain, le projet pour le nouveau siècle américain. C'était une décennie très mauvaise, la décennie des années 1990. Et non sans raison, George F. Kennan a écrit son célèbre article d'opinion dans le New York Times, une erreur fatale. Lorsque Clinton a décidé d'élargir l'OTAN, malgré les engagements pris par George H.W. Bush et par James Baker. C'est donc à la racine du conflit en Ukraine. Et c'est compréhensible. Évidemment, vous l'avez dit, je l'ai dit. Obviously, you've said it, I've said it. If China were to establish... Si la Chine devait établir une grande base militaire visant les États-Unis, et si la Chine devait entrer dans une alliance militaire avec la Russie, les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés à regarder cela se produire. Et c'est évident. Et John Mearsheimer, notamment dans son excellent livre The Grand Delusion, a abordé cela en détail. Et malgré ces livres, et c'est là ma, disons, déception, résignation, que malgré la meilleure analyse que l'on puisse obtenir sur les questions internationales, John Mearsheimer ne sera jamais ministre dans le gouvernement américain. Il ne sera pas conseiller à la sécurité nationale ou quoi que ce soit de ce genre. Ainsi, nous avons des gouvernements déconnectés de la réalité et déconnectés des gens. Nous nous appelons une démocratie. Eh bien, une démocratie de nom, mais seulement de nom, car il n'y a pas de corrélation entre les besoins du peuple et la volonté du peuple, et les politiques qui les affectent. Cela dit, les fantasmes de Francis Fukuyama et la fin de l'histoire, et l'idée que nous, en Occident, avons gagné. Et maintenant, nous avons un monde unipolaire. Et nous pouvons simplement rabrouer les gens. Eh bien, ça n'a pas duré très longtemps, parce que la Russie existe, parce que la Chine existe. Et maintenant, bien sûr, nous avons les pays des BRICS, avec tout le mouvement qui grandit. Et vous avez l'initiative de la ceinture et de la route, et tout le reste, qui rivalise avec le fantasme de l'hégémonie américaine. Mais que s'est-il passé entre-temps? Les États-Unis ont poussé leurs marionnettes en Géorgie, Mikhail Saakashvili, à une agression contre le peuple d'Ossétie du Sud. Vous savez, j'ai beaucoup écrit sur l'autodétermination.
En 2014, j'ai présenté une analyse de la théorie et de la pratique de l'autodétermination à l'Assemblée générale, qui a été beaucoup citée. J'ai intégré cela dans le chapitre 5 de mon livre, Construire un ordre mondial juste. Building a just world order. And what happened? Et ce qui s'est passé en 2014, en Ossétie du Sud et en Abkhazie, c'est que ces pays, ces peuples, sont ethniquement différents des Géorgiens. Et ils n'ont pas, disons, d'attachement historique ou de lien historique avec la Géorgie. Et ils se sont déjà déclarés indépendants en 1991. Les gens ont tendance à l'oublier. Et il y a eu une guerre que les Ossètes et les Abkhazes ont essentiellement gagnée. Et donc vous aviez un conflit gelé. Et il y avait des forces de maintien de la paix russes, selon l'accord, qui étaient là légalement. Et cet idiot Saakashvili a été persuadé non seulement par la CIA et par Washington, mais aussi par Tel Aviv et le Mossad, que c'était le moment de reprendre l'Ossétie du Sud par la force. Alors, il tue des soldats de la paix russe, et il tue beaucoup de civils en Ossétie du Sud. Et Poutine dit, non, je ne vais pas tolérer ça. Il intervient, et en 6 jours, la guerre de Géorgie est terminée. Et je pensais que cela aurait appris une leçon aux Européens, disant, vous savez, il y a une ligne rouge ici, et vous ne devriez pas la franchir. Et que s'est-il passé? Nous avons la réunion de l'OTAN à Bucarest, où l'OTAN, à l'époque de George W. Bush, invite l'Ukraine et la Géorgie à rejoindre. Je veux dire, on ne peut pas être plus clair sur le fait que l'intention est d'encercler la Russie. Et bien sûr, la Russie dit, ne le faites pas. Et puis vient l'USAID, le National Endowment for Democracy, qui détourne toutes ces soi-disant ONG de défense des droits de l'homme. Et ces agents étrangers opèrent en réalité en Ukraine, en Géorgie et dans tant d'autres pays, qui subvertissent l'ordre dans ces pays et mènent à des révolutions de couleur, entraînant un changement de gouvernement qui n'est pas du tout démocratique, car il vient de l'extérieur. Il est financé par les États-Unis. Il est financé par les Européens. Et même toute la situation à Maïdan en 2014, nous la connaissons à travers les livres d'Ivan Kachanovsky. Nous le savons. Et il y a tant de preuves que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis étaient entièrement derrière le coup d'État qui a remplacé le gouvernement légitimement élu de Viktor Yanukovych par une marionnette. Et c'est alors que la guerre en Ukraine commence, en fait, en 2014, avec ce putsch. Et les Européens, qui sont censés être des démocrates, censés être pour l'état de droit, reconnaissent immédiatement cet acte illégal. Et ils coopèrent immédiatement avec le Parlement ukrainien qui adopte une législation totalement anti-droits de l'homme, adopte une législation russophobe, interdisant l'utilisation de la langue russe ou autre. Il n'est pas surprenant que cela ait été un tournant. Une ligne rouge très épaisse avait été franchie. Et cela conduit immédiatement au référendum organisé par la République autonome de Crimée. Ils organisent un référendum le 16 mars, un mois plus tard, le 16 mars 2014, avec, si je ne me trompe pas, 83% de la population allant voter, ce qui est énorme. 83% ont voté, et 95% ont voté en faveur. Il y avait 2 questions à l'ordre du jour. It was, I'm mistaken, 83% of the population went to vote, which is a hell of a lot. 83% voted and 95% voted. There were 2 questions on the agenda. Do you want to return to the Constitution? Voulez-vous revenir à la Constitution de 1992, qui était une constitution accordant une grande autonomie généreuse à la Crimée, mais la Crimée serait restée au sein de l'Ukraine? Ou voulez-vous l'indépendance? Et 95% ont choisi l'indépendance. Et cela signifie que si vous êtes démocrate, vous devez respecter cela. Il y avait de nombreux observateurs internationaux qui ont confirmé que l'élection était pacifique. Personne n'a été tué. Il n'y a pas eu
Vous savez, il y a des élections en Inde où des dizaines de personnes sont tuées. C'était en fait assez paisible, normal, sans coercition. Et encore une fois, 83% de la population a voté. And again, 83% of the population voting, that is quite impressive. I wish we had that in the United States. C'est assez impressionnant. J'aimerais que nous ayons cela aux États-Unis et que nous l'ayons dans d'autres pays européens. Comme c'est le cas, aussi arrogants et moralisateurs qu'ils soient, ont décidé de ne pas reconnaître le résultat des référendums. Et puis bien sûr, cela a suivi ce que vous appelleriez un schéma classique d'autodétermination. Vous avez d'abord un référendum, ensuite, vous avez une déclaration unilatérale officielle d'indépendance par le Parlement, puis vous avez une demande officielle à la Douma russe pour être réincorporé en Russie. To be reincorporated into Russia, that has to go through the process of. Cela doit passer par le processus d'approbation, puis être soumis à la Cour constitutionnelle de Russie. Et ce n'est que lorsque la Cour constitutionnelle de Russie déclare que c'est constitutionnel qu'il est possible de réincorporer la Crimée à la Russie, et ensuite Poutine le signe. Maintenant, dans le récit occidental, c'était une annexion. Il y a beaucoup de juristes internationaux qui sont d'accord avec moi, comme le professeur Reinhard Merkel de l'Université de Hambourg et le professeur Karl Albrecht Schartschneider de l'Université d'Erlangen, qui disent que c'était un exercice légitime d'autodétermination. Ce n'est pas une annexion. Ce n'était pas contraire à la volonté du peuple. Et de quoi parlez-vous? De l'intégrité territoriale. C'est l'OTAN elle-même qui a détruit l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. Et pas seulement lorsqu'elle s'est impliquée dans toutes sortes de mouvements d'autodétermination en Bosnie-Herzégovine, etc., mais surtout dans le cas du Kosovo. L'OTAN a fait tout son possible pour détruire l'intégrité territoriale de la Serbie. Alors, comment se fait-il qu'ils ne veulent pas reconnaître un référendum en Crimée? Et si le gouvernement de l'Ukraine, disons, s'était comporté conformément à la Charte des Nations Unies, il aurait négocié avec la population russophone du Donbass, et aurait dit, vous savez, n'ayez pas peur. Je veux dire, nous allons respecter vos droits. Vous pouvez avoir votre culture, votre langue, vos traditions, etc. Mais vous restez avec nous. Au lieu de cela, ils ont commencé à combattre les Russes dans le Donbass. Ensuite, nous arrivons aux accords de Minsk I et Minsk II. Ces accords étaient des plans parfaits pour la paix, et cela aurait préservé la souveraineté ukrainienne et l'intégrité territoriale ukrainienne. La seule chose que le président Porochenko et ensuite le président Zelensky devaient faire était de s'asseoir avec les dirigeants du Donbass et de convenir d'un statut autonome pour ces personnes qui garantirait leurs droits humains, etc., etc. For these people that would guarantee their human rights, etc., etc. And they enter into this agreement in bad faith. Et ils entrent dans cet accord de mauvaise foi. Ce qui, déjà j'ai parlé comme d'une rébellion contre la Charte des Nations Unies et une rébellion contre le droit international en général. C'est ce que nous avons observé de la part de l'OTAN, de la part de l'Occident, qui essentiellement ne veut plus être lié par la Charte des Nations Unies. Nous ne reconnaissons pas la Charte des Nations Unies comme une constitution mondiale. Nous voulons notre ordre international fondé sur des règles. Et bien sûr, ce sont nos règles, pas un traité internationalement convenu, un ensemble de normes internationalement convenues qui s'appliqueraient uniformément à tout le monde. Non, nous voulons être au-dessus de cela. C'est ce que nous appelons l'exceptionnalisme. Je veux dire, l'exceptionnalisme est associé aux États-Unis, mais les Européens n'en sont pas loin. Et donc, Angela Merkel et François Hollande, qui ont tous deux signé les accords de Minsk I et Minsk II. Angela Merkel va et donne une interview à Die Zeit et avoue qu'ils ont conclu cet accord dans le seul but de gagner du temps pour que l'Ukraine puisse être armée jusqu'aux dents. Je veux dire, la mauvaise foi est stupéfiante.
La violation de la Convention de Vienne sur le droit des traités et tout le concept des relations internationales. Et puis l'audace avec laquelle Angela Merkel avoue cela. Et ensuite, François Hollande est d'accord et confirme que oui, nous voulions gagner du temps pour que l'Ukraine puisse être correctement armée. Je veux juste ajouter très rapidement que même le général allemand à la retraite, Harald Kuyat, qui est l'ancien chef de la Bundeswehr allemande et également l'ancien président du comité militaire de l'OTAN, a avancé cet argument selon lequel, d'un point de vue juridique, parce que cela a été approuvé aux Nations Unies, c'est effectivement du droit international. Alors quoi? Même en tant que résolution du Conseil de sécurité. Je veux dire, c'est la résolution 2202, je pense. Et étant une résolution du Conseil de sécurité, que les accords de Minsk doivent être mis en œuvre, cela signifie que Porochenko et plus tard Zelensky ont violé une résolution du Conseil de sécurité. Cela signifie que les autres signataires l'ont violée. Et Poutine ne part pas en guerre en 2014. Poutine négocie conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, essayant de résoudre les problèmes pacifiquement par la diplomatie. Donc pendant 8 ans, il a participé aux réunions de l'OSCE sur la sécurité en Ukraine. Pendant 8 ans, il a participé au format Normandie. Et essentiellement, nous en Occident, l'avons mené en bateau. Je veux dire, nous lui avons menti. Nous n'avions pas la moindre intention de tenir notre parole. Et il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, Poutine ou Medvedev n'aient aucune confiance en l'Occident. Nous ne sommes pas dignes de confiance. Et cela, bien sûr, pour les relations internationales, est une très mauvaise chose. Parce que nous ne pouvons fonctionner en tant que communauté internationale sous l'état de droit que si tout le monde accepte d'appliquer les normes de manière uniforme, sans 2 poids, 2 mesures. Et donc j'ai écrit un article dans Counterpunch, cette publication aux États-Unis, et je lui ai donné le titre « Une culture de la tricherie ». Et je dois dire, ayant été éduqué aux États-Unis, je veux dire depuis le lycée à Chicago jusqu'à l'école de droit à Harvard, etc., aux États-Unis, tricher est presque une vertu. La tricherie est perçue comme étant astucieuse, profitant de l'autre, étant un bon opportuniste, qui reconnaît en fait les sérendipités et en profite, malgré le fait que cela va à l'encontre des intérêts de quelqu'un d'autre. Et donc, cette culture de la tricherie est une caractéristique de la politique américaine. Et c'est aussi caractéristique de la politique européenne. Eh bien, si vous voulez avoir la paix en Ukraine, nous avons certainement eu de nombreuses occasions de prévenir la guerre. Et le dernier remonte à 2021, en décembre, lorsque Lavrov a mis sur la table 2 projets de traité que j'ai lus. Maintenant, les projets de traité sont solidement ancrés dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international. Ils sont incroyablement modérés, incroyablement raisonnables, et essentiellement, ils auraient fourni une architecture de sécurité rationnelle pour toute l'Europe, ce qui aurait garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine, aurait garanti l'intégrité territoriale de tous les pays d'Europe, et aurait ouvert la voie à une certaine forme de coopération entre la Russie et l'Union européenne, et l'OTAN, etc., etc. Maintenant, Jens Stoltenberg les rejette d'emblée. Jens Stoltenberg just dismisses it out of hand. And at the Munich Et à la conférence de sécurité de Munich, Jens Stoltenberg sort et dit « Eh bien, j'ai des nouvelles pour Poutine. Il ne veut pas avoir plus d'OTAN. Eh bien, il va avoir beaucoup plus d'OTAN. Je veux dire, c'est jeter le gant par terre. » Et cette fois, malheureusement, Poutine l'a ramassé. Et comme nous le savons, d'après les rapports de la mission de l'OSCE, les agressions contre l'Ukraine et le bombardement de la population civile du Donbass, de Luhansk et de Donetsk, etc., ont été multipliés par un facteur de 10
au cours des mois de janvier et février. Et puis au mois de, je pense que c'était le 21 janvier, Zelensky a signé un ordre pour prendre le Donbass par la force et prendre la Crimée par la force. C'était, bien sûr, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et après avoir tout essayé pour empêcher l'usage de la force, Poutine a décidé que c'était maintenant ou jamais. La situation devient de plus en plus difficile, plus menaçante chaque jour. Alors, il initie une guerre préventive. Cela, bien sûr, viole l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Sans aucun doute, l'usage de la force par la Russie le 24 février 2022 a violé la Charte des Nations Unies. Mais l'OTAN avait violé la Charte des Nations Unies en toute impunité pendant 30 ans, parce que l'article 2, paragraphe 4, interdit non seulement l'usage de la force, mais aussi la menace de l'usage de la force. It prohibits the threat of the use of force. And every expansion of NATO, Et chaque expansion de l'OTAN, chaque provocation de l'OTAN, constituait une violation de l'article 2, paragraphe 4. Et cela me conduit à dire que l'OTAN, qui était initialement une alliance de défense légitime, s'est transformée d'une alliance de défense dans les années 1970 et 80 en une coalition de guerre. Et cela est en soi déjà contraire à l'objet et au but des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité a le monopole de l'usage de la force. Ainsi, l'OTAN a essayé dans les années 90 et dans les années 2000, la première décennie de notre siècle, d'usurper les fonctions des Nations Unies dans le maintien de la paix. Puis juste faire un commentaire rapide à ce sujet, parce que je pense que les gens passent souvent à côté de cet aspect. La Russie ne considère pas vraiment l'OTAN comme une préoccupation sécuritaire, mais il est important de voir ce qu'est l'expansion de l'OTAN. Avant cela, nous avions des accords de sécurité, comme la Charte de Paris, pour une nouvelle Europe, qui parlait de sécurité indivisible, signifiant qu'un côté ne devrait pas s'étendre aux dépens de l'autre. En effet, l'OSCE était basé sur ces principes, en 1994. Les Russes préféraient l'OSCE parce qu'elle ne serait pas basée sur des blocs. Ce serait un système de sécurité européen inclusif. Lorsque l'OTAN a décidé de commencer à s'étendre, cela signifiait bien sûr que l'OSCE n'aurait pas de rôle. Donc, Yeltsin puis plus tard Poutine ont suggéré que si l'OTAN devait être l'institution principale, très bien, mais pouvons-nous aussi rejoindre pour ne pas rediviser le continent? La réponse a été non. Et puis en 2008, nous avons vu le président Medvedev proposer cette nouvelle architecture de sécurité pan-européenne. Ils étaient prêts à préserver l'OTAN, mais cela devait être sous un parapluie inclusif pour éviter cette politique de bloc. Cela a également été accueilli froidement. Puis en 2010, les Russes ont proposé « Que diriez-vous de l'Union UE-Russie » Encore une fois, supprimer ces lignes de division. Encore une fois, nous ne voulons pas en parler. Et puis en 2013, lorsque les Européens et les Américains ont déstabilisé l'Ukraine pour qu'elle fasse un choix entre l'Est ou l'Ouest, les Russes et les Ukrainiens se sont en fait rapprochés. Ils ont proposé un accord trilatéral. Faisons de l'Ukraine un pont, et elle fera partie d'une Europe plus grande, un pont entre l'Est et l'Ouest. Ainsi, elle n'a pas à être forcée de choisir, car si ça se produit, elle se brisera probablement. Et encore une fois, lui-même a dit non, nous n'allons pas accepter cela non plus. Elle doit choisir. Et quand elle a fait le mauvais choix, bien sûr, il y a eu intervention. Mais c'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette position où nous disons que l'OTAN est l'Europe. L'OTAN représente l'Europe. Et la Russie ne fait pas partie de l'OTAN, donc elle n'a pas son mot à dire. Nous nous retrouvons dans cette situation absurde où le plus grand pays d'Europe, par sa population, son économie, son armée et son territoire, est le seul pays qui ne devrait pas avoir son mot à dire en Europe.
un pays comme l'Estonie, avec 1,5 million d'habitants, devrait avoir une place à la table. Mais les Russes, avec 145 millions, n'ont aucun mot à dire. Cela est considéré comme étant du bon sens que les Russes ne peuvent pas avoir de veto. Je veux dire, parce qu'ils n'ont pas de veto, nous pouvons mettre notre armée à leurs frontières. Nous pouvons déployer nos missiles et déployer de nouveaux systèmes d'armes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et cela est considéré comme étant sous le Oui, sous l'argument moral que cela permet simplement aux pays d'être libres, afin qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent, tant qu'ils font partie des relations de l'OTAN, des relations publiques, de la propagande bon marché. C'est orwellien, parce que nous, en Occident, sommes experts dans la destruction du langage, et Noam Chomsky a déjà écrit à ce sujet. Il y a ces avocats internationaux qui, au lieu d'essayer d'aider leur gouvernement à appliquer le droit international, font tout leur possible pour inventer des échappatoires et contourner le droit international. And to circumvent international law. So there's an enormous level of bad faith, but it's sold Il y a donc un niveau énorme de mauvaise foi, through propaganda. mais cela est vendu avec succès par le biais des relations publiques et de la propagande, de sorte qu'il y a encore une perception positive de l'OTAN en tant qu'alliance défensive. Cependant, depuis les années 1990, l'OTAN a été impliquée dans de nombreuses interventions et agressions illégales, commettant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et ailleurs dans le monde en toute impunité. Pour cette raison, j'ai dit, et j'ai écrit dans certains de mes articles, de regarder l'accord de Londres du 8 août 1945. C'est le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Le statut du TMI établit, aux articles 9 et 10, le concept d'une organisation criminelle. In Articles 9 and 10, the concept of a criminal organization. Now, the judgment of the Maintenant, le jugement du tribunal de Nuremberg, en 1946, démontre quels sont les critères pour une organisation criminelle. En effet, 3 organisations allemandes ont été reconnues comme organisations criminelles. Maintenant, je n'aime pas le concept d'organisation criminelle parce qu'il est collectif, vous savez, il va à l'encontre de l'idée de culpabilité individuelle. Mais, néanmoins, il y a un précédent en droit international. Et s'il y a un précédent, vous voulez savoir quels sont les éléments du crime et quels sont les critères et appliquer cela à l'OTAN. Et vous découvrirez que l'OTAN est une organisation criminelle en appliquant les mêmes critères que le TMI a appliqués contre les nazis en 1945-46. Mais cette perception, vous savez, quand j'en discute avec certains collègues, ils sont juste choqués, vous savez. They just get a shock, you know. You're not ready to accept that something that Vous n'êtes pas prêt à accepter que quelque chose qui vous a été vendu pendant des décennies, comme une alliance défensive nécessaire et bénéfique, pourrait en fait être une organisation criminelle. Regardez simplement ce que les forces de l'OTAN ont fait en Ukraine. L'utilisation d'armes chimiques, l'utilisation de phosphore blanc, l'utilisation d'uranium appauvri, l'Afghanistan, etc., etc. L'OTAN est une organisation criminelle. Et l'OTAN ne peut pas être réformée. L'OTAN n'a pas de raison d'être. L'OTAN n'est pas une organisation qui correspond à l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit l'existence d'organisations régionales, car la condition sine qua non pour une organisation régionale légitime est qu'elle soit subordonnée à la Charte des Nations Unies et qu'elle travaille en tandem avec le Conseil de sécurité, qu'elle ne soit pas en désaccord avec l'objet et le but des Nations Unies, qui est de créer la paix, d'assurer la paix et la sécurité. peace, to ensure peace and security. And what NATO is doing is destabilizing. Et ce que fait l'OTAN est déstabilisant. L'OTAN est essentiellement une coalition de guerre pour maintenir la paix et l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Eh bien, quand je parle d'hégémonie des États-Unis, je veux dire au moins les États-Unis, plus ses vassaux, ses alliés. Mais encore une fois, j'ai publié plusieurs plans pour la paix. Et l'une des choses cruciales, je veux dire, si vous voulez avoir la paix,
Vous devez admettre qu'il y a eu des erreurs commises des deux côtés. Vous devez admettre que l'expansion de l'OTAN a été la cause principale de la guerre. Ensuite, vous devez admettre qu'il y a cet élément d'autodétermination. Si vous accordez l'autodétermination au Kosovo, par exemple, si vous permettez à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie de se libérer unilatéralement de l'Union soviétique, et elles n'ont pas suivi la procédure prévue dans la Constitution de l'Union soviétique pour quitter l'Union. Donc, je veux dire, si tous ces pays peuvent se séparer de l'Union soviétique, et ensuite si la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine peuvent se séparer de la Yougoslavie, eh bien certainement, la majorité russe en Crimée peut se séparer de l'Ukraine, et la majorité russe du Donbass peut se séparer de l'Ukraine. Je veux dire, le même principe s'applique. C'est la nature même du droit international. Il doit s'appliquer dans chaque situation. Et ce n'est pas un argument de sui generis que le Kosovo est sui generis, et que cela est permis uniquement dans le cas du Kosovo, parce que c'est pratique pour nous. C'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt des États-Unis de mettre une base militaire à Bondsteel au Kosovo, alors que nous n'avons aucun intérêt dans la libération ou dans la reconnaissance de l'autodétermination des peuples du Donbass ou de la Crimée. Mais une chose que j'aimerais voir discuter, c'est comment nous voulons vivre dans les années à venir ou dans 20 ans. Je veux dire, les Russes existent, que cela nous plaise ou non. Ils existent. Et cette guerre en Ukraine a été un désastre total. C'est une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire. Mais à mon avis, la meilleure solution est de tourner la page. Je veux dire, oublions les procès pour crimes de guerre. J'ai un précédent historique, la paix de Westphalie de 1748. Après la guerre de 30 ans qui a tué 8 millions d'Européens, je veux dire, a laissé l'Allemagne dévastée, a laissé la Bohême, la Moravie, toute cette région était une terre dévastée. 8 millions de morts. Que firent-ils à la paix de Westphalie? Les traités d'Osnabrück et de Münster. Osnabrück and Münster, Article 2 grants full L'article 2 accorde l'oubli total, l'amnistie totale. Parce que s'ils avaient maintenu la guerre par des moyens judiciaires, s'ils avaient continué à attiser les haines, il n'y aurait eu aucune possibilité pour l'Europe de sortir du pétrin. Et je dirais ici, dans la guerre en Ukraine, bien que je sache que les Russes ont une énorme compilation de crimes de guerre commis par les Ukrainiens, les Russes pourraient très facilement les traduire en justice, parce que les Russes gagnent la guerre. Je veux dire, ils ne sont pas les perdants. Et évidemment, les Ukrainiens ont la même chose en ce qui concerne les crimes de guerre par les forces russes. Eh bien, pourquoi ne prendre l'exemple de l'Afrique du Sud et de Nelson Mandela? Ayons une commission vérité et réconciliation. Let's have a Truth and Reconciliation Commission. Let's try to give redress to them. Essayons de donner réparation aux victimes, aux survivants. Mais ne faisons pas quelque chose comme la Cour pénale internationale qui dépense des milliards de dollars pour des juges et des procureurs bien payés, juste pour continuer la guerre par d'autres moyens, par des moyens judiciaires. Cela dit, je vois que nous manquons de temps. Il y a beaucoup d'autres choses que je voulais aborder. Ma principale préoccupation aujourd'hui n'est pas l'Ukraine. Ma principale préoccupation aujourd'hui est Gaza, et le fait que l'Europe est complice d'un génocide à Gaza. Nous devons utiliser le mot génocide. Ce n'est rien de moins qu'un génocide. Mon collègue Craig McIver était à la tête du Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies à New York. Il a démissionné en signe de protestation il y a plus d'1 an, qualifiant la guerre en Ukraine de génocide. Et si vous appliquez les critères établis par la Cour internationale de justice dans son jugement sur la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie, c'est bien pire, mais tellement pire,
que ce que nous avons vu en Yougoslavie, que la Cour ne peut pas faire marche arrière. Et si vous avez lu le mémoire juridique soumis par l'Afrique du Sud contre Israël, c'est accablant. Et la question de l'intention a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. C'est incroyable à quel point le mémoire juridique est puissant. Et puis ils ont soumis un mémoire en octobre, un mémoire de 75 pages, plus de 4000 pages d'annexes. Et ce qui me dérange, c'est que la Cour internationale de justice traîne les pieds. Je veux dire, sur une question de génocide, vous avez besoin non seulement des mesures provisoires, ils ont émis 3 ordonnances de mesures provisoires, mais vous avez besoin du jugement. You need the judgment. Because once you have the judgment, the states can take action. Parce qu'une fois que vous avez le jugement, les États peuvent agir. Et quelles actions les États peuvent-ils prendre? Eh bien, généralement, couper toutes les relations commerciales avec Israël. Pas seulement couper les relations diplomatiques, ce qui bien sûr est symbolique. C'est un coup porté au prestige d'Israël. Mais si vous coupez les relations commerciales, cela signifie quelque chose. Et aux Nations Unies, l'article 6 prévoit l'expulsion d'un membre pour un schéma constant de violation de la Charte de l'ONU, ce qu'Israël dépasse de loin, bien sûr. Vous pourriez avoir le Conseil de sécurité confronté à cette question. Les États-Unis mettront, bien sûr, leur veto. Probablement le Royaume-Uni, probablement la France aussi, car ils sont tous complices du génocide. France also, because they are all complicit in the genocide. I mean, if you expel the... Je veux dire, si vous expulsez les Israéliens, eh bien, qu'en est-il de tous ceux qui ont apporté un soutien politique, militaire, économique, diplomatique et propagandiste à Israël? Ils sont tous coupables de génocide. Donc Israël ne sera pas expulsé. Mais ce qui est dans le pouvoir de l'Assemblée générale, c'est de faire ce qu'ils ont fait en 1974 concernant l'apartheid en Afrique du Sud. Ils ont simplement refusé d'accepter les accréditations des diplomates sud-africains. Ainsi, l'Afrique du Sud a été essentiellement exclue de l'Assemblée générale et du système de l'ONU pendant une bonne vingtaine d'années, jusqu'à ce que Nelson Mandela et le nouveau gouvernement démocratique d'Afrique du Sud arrivent au pouvoir. Encore une fois, ce n'est pas que cela va arrêter la guerre ou le nettoyage ethnique, mais c'est symbolique s'ils mettent l'Afrique du Sud sur le même plan qu'Israël. Maintenant, je pensais aux 2 avis consultatifs de la Cour internationale de justice. L'avis consultatif du 9 juillet 2004 concernant le mur en construction sur le territoire palestinien et l'avis consultatif du 19 juillet 2023, donc il y a quelques mois, qui dit non seulement que l'occupation israélienne est illégale, ce qui est bien sûr évidemment illégal, contraire à la Charte des Nations Unies, contraire au droit international, contraire à Dieu sait combien de normes, mais quelles sont les conséquences qui en découlent? A. La Cour internationale de justice ordonne à Israël de se retirer, de mettre fin à l'occupation, et ordonne à Israël de verser des compensations aux victimes. And orders Israel to pay compensation to the victims. I mean, Israel owes, I would say, trillions. Je veux dire, Israël doit, je dirais, des trillions aux Palestiniens pour les dommages qu'ils ont causés au peuple palestinien depuis 1947 et depuis la Nakba. Et ils doivent accepter le droit au retour, etc., etc. Alors, quel genre de paix pouvons-nous avoir en Palestine? Nous avons ce livre de Jimmy Carter, Palestine, Peace Not Apartheid. Nous avons un autre livre de Jimmy Carter, Our Endangered Values, qui aborde également les problèmes. Nous avons encore un autre livre de Jimmy Carter, We Can Have Peace in the Holy Land. Et le triste, c'est que malgré l'intelligence de ces livres, les médias grand public les ignorent complètement. Et cela m'amène à une préoccupation que j'ai. Vous dites les bonnes choses, John Mearsheimer dit les bonnes choses, Jeffrey Sachs dit les bonnes choses, et aucun de nous n'a d'influence sur le gouvernement. Aucun d'entre nous ne sera jamais nommé ministre dans le gouvernement de M. Trump, et certainement pas dans le gouvernement, si nous en avions un, de Kamala Harris,
Et certainement pas dans un gouvernement sous Friedrich Merz, et certainement pas dans un gouvernement sous Keir Starmer. Nous avons donc vraiment une crise majeure d'identité, d'autorité, de crédibilité. Nous vivons dans un monde parallèle. Et mon espoir est que grâce à vous et à d'autres, et grâce à Seymour Hersh et Ivan Kachanowski, et tous ces bons chercheurs qui ont diffusé toutes les informations dont nous avons besoin, peut-être que progressivement, les perceptions changeront dans les masses. Et les masses devraient réaliser qu'elles ont été dupées, qu'elles ont été trompées par leur gouvernement pendant des décennies et des décennies. By their governments for decades and decades. And then, of course, we have to agree that Et puis, bien sûr, nous devons convenir que nous devons vivre ensemble. Je veux dire, quelle est l'alternative? Allons-nous simplement avoir une guerre perpétuelle? Et c'est pourquoi, dans mon livre « Construire un ordre mondial juste », j'ai formulé 25 principes de l'ordre international. Ces 25 principes de l'ordre international s'appuient en fait sur la Charte des Nations Unies et sur les jugements et avis consultatifs de la CIJ, en s'appuyant sur les résolutions de l'Assemblée générale, etc., pour montrer comment nous pouvons vivre ensemble en paix. Mais un obstacle majeur reste nos soi-disant médias traditionnels, qui mentent systématiquement, suppriment les faits systématiquement, et lavent le cerveau des gens systématiquement. Et à moins que les gens ne commencent à sentir qu'ils doivent tendre la main, qu'ils doivent vraiment aller au-delà de la lecture du New York Times, du Washington Post et de la BBC, ils doivent se tourner vers les médias alternatifs. Ils doivent se tourner vers Democracy Now!, Amy Goodman, Glenn Greenwald, The Intercept, The Grey Zone, Max Blumenthal, Aaron Maté et certains autres qui nous disent ou essayent de nous réveiller en disant « Bon sang, nous sommes en route vers l'autodestruction ». Et je pense toujours que même si les Nations Unies ont été incapables d'arrêter la guerre à Gaza et ont été incapables d'arrêter la guerre en Ukraine, je suis un ancien membre du personnel de l'ONU. Je suis entré dans le système des Nations Unies en 1980. J'ai été embauché par le professeur Theo van Boven pour être le rédacteur en chef du Comité des droits de l'homme à l'époque. Ensuite, je suis devenu secrétaire du Comité des droits de l'homme et chef des pétitions, plus ou moins greffier. Je crois au système. Je crois que le système peut être réformé. Je crois que le système est nécessaire. Je veux dire, si nous n'avions pas de Nations Unies, nous devrions en créer une parce que c'est après tout un forum de discussion, de négociation, de médiation et d'essai de rapprochement. Je crois beaucoup en la constitution de l'UNESCO. L'UNESCO est l'une des meilleures organisations que nous ayons. Et l'idéal est de construire des ponts. L'idée est de créer un monde de diversité dans lequel toutes les expressions de la culture et de la civilisation sont respectées et coexistent. Ayant été président du Pen Club ici en Suisse pendant 7 ans, et ayant été coordinateur d'autres Pen Clubs, et étant également le délégué pour le Comité des écrivains pour la paix, je crois fermement que nous pouvons utiliser la culture, nous pouvons utiliser la littérature, nous pouvons utiliser l'art pour la compréhension. Je veux dire, nous avons 95% de points communs. D'accord, 5% nous différencient, mais nous avons tous nos familles, nos épouses, nos enfants, nos petits-enfants. Nous voulons tous bien nous voulons tous bien vivre. Nous voulons tous faire du sport, etc., etc. Nous avons tant de choses en commun. Pourquoi est-ce qu'une poignée d'élite veut tout avoir pour elle-même et mépriser la dignité humaine de chacun? Et je dis que les idéaux d'Eleanor Roosevelt, quand vous pensez à cette devise de M. Trump, rendre à l'Amérique sa grandeur, laissez-moi rire. Si vous voulez que l'Amérique soit respectée, si vous voulez que l'Amérique soit même aimée, adorée par le monde, tout ce que vous avez à faire est de raviver l'héritage d'Eleanor Roosevelt, René Cassin, C.P. Chang et Charles Malik,
la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui place tout le monde sur le même pied d'égalité. Universal Declaration of Human Rights that places us all on the same level. We are all children of the same God. Nous sommes tous les enfants du même Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs, et nous pouvons vivre ensemble en paix si nous abandonnons simplement notre solipsisme. J'utilise le mot solipsisme à dessein parce que quand je pense à Trump, ou d'ailleurs, quand je pense à Biden, quand je pense à George W. Bush, l'approche est que seuls nous comptons. Nous sommes, par définition, les gentils, et nous avons pour mission d'apporter la démocratie et les droits de l'homme au reste du monde. Et je dis, quelle absurdité totale. Comment osons-nous nous placer dans cette position élevée où nous pouvons juger tout le monde? Nous pouvons pointer du doigt les Africains. We can point fingers at the Africans. We can point fingers at the Asians. Nous pouvons pointer du doigt les Asiatiques. Nous sommes meilleurs, nous savons mieux. Et comment pouvons-nous abandonner cela? Donc je dis, Noam Chomsky a déjà montré la voie avec son livre fantastique que j'ai ici quelque part, La fabrication du consentement. Je dois dire que j'ai lu cela quand j'étais étudiant, et ce livre a vraiment eu un impact énorme sur moi. Et c'est un autre livre de Noam que je chéris beaucoup, Gaza en crise. Écrit il y a plusieurs années par Noam et par Ilan Pappé. Ilan Pappé, l'historien israélien. J'ai été avec Ilan sur plusieurs panels dans le passé ici aux Nations Unies, et je pense très très hautement de lui. Et je voudrais voir la paix en Palestine. Mais quand vous écoutez Trump, avec ses fantasmes de Gaza Riviera, et quand vous écoutez Friedrich Merz et son invitation scandaleuse à Benjamin Netanyahou de venir visiter l'Allemagne, et sa déclaration selon laquelle, si Netanyahou vient en Allemagne, l'Allemagne n'honorera pas le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et que bien sûr, il peut venir en Allemagne quand il le souhaite. Eh bien, qu'est-ce que c'est sinon une révolte contre le droit international? Qu'est-ce que c'est sinon une approche nazie du droit international? Maintenant, nous nous fichons du droit international. Nous nous fichons des engagements. Nous faisons ce que nous voulons parce que nous avons, disons, un droit supérieur. Nous sommes les Herrenmenschen, comme les nazis l'auraient dit. Eh bien, c'est la chose étrange, car beaucoup de ces valeurs, qui sont bonnes, vous savez, des valeurs profondes des droits de l'homme, semblent avoir été corrompues. Nous venons avec l'idée que nous avons besoin de démocratie, mais ensuite, cela devient une arme d'ingérence dans les affaires intérieures. Nous parlons des droits de l'homme, ce qui est évidemment quelque chose autour duquel nous pouvons tous nous unir. Mais ensuite, cela se traduit par la guerre. Nous devrions avoir l'autodétermination, et cela est utilisé pour démanteler la Yougoslavie. Et bien sûr, la société civile devrait jouer un rôle fort en tant que contrepoids au gouvernement. Mais ensuite, nous soutenons qu'elle doit être représentée par des ONG américaines, qui sont financées par le gouvernement et liées à leurs agences de renseignement. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ce que la société civile est devenue. Tout a été corrompu, je pense, à un tel point que c'est profondément problématique. Et nous avons jeté beaucoup de choses dans ce processus. Et juste pour conclure, j'espère vraiment qu'il y aura, dans les jours à venir, sinon les semaines, des négociations pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Mais l'élément de confiance a disparu dans tout accord parce que la façon dont les Russes voient l'Occident maintenant, c'est que nous n'allons de toute façon pas honorer les accords. Donc, s'ils signent quelque chose, combien de temps ça durera-t-il? Il y a une grande citation de Bill Clinton, car ils ont signé l'acte fondateur OTAN Russie, en 1987, pour rassurer les Russes que nous n'allons pas mettre d'équipement militaire dans les nouveaux États membres. C'était une façon de vendre l'approbation russe pour l'expansionnisme de l'OTAN. Et il y a une citation de Bill Clinton où il dit «
Vous savez, laissez-moi être clair. Nous donnons des assurances aux Russes que nous n'allons pas mettre notre matériel militaire chez les Alliés, qui sont tous d'anciens alliés des Russes, à moins qu'un jour nous nous réveillions et décidions autrement, que maintenant nous avons changé d'avis. Nous allons le faire quand même. Et c'est ainsi qu'il parlait à son propre équipe. Donc, il ne s'agit pas de rompre l'accord plus tard. C'est l'intention de ne pas honorer l'accord avant même qu'il ne soit signé. Et nous avons vu la même chose en 2014. Les Européens étaient garants d'un gouvernement d'unité en Ukraine jusqu'à ce qu'il soit renversé pratiquement le lendemain. L'accord Kosovo, le 21 février. Le 28, le coup d'État. The agreement was the 21st of February. On the 24th was the coup. So it's and then those who break the agreement, the Maidan. Et puis ceux qui rompent l'accord, les radicaux de Maïdan, sont immédiatement reconnus comme le nouveau gouvernement légitime. C'est stupéfiant. C'est ce que je dis. L'Europe ne s'en rend pas compte, mais l'Europe est moralement en faillite. Moralement, en fait, à la fin. Je veux dire, les valeurs ne signifient plus rien du tout. Ils peuvent invoquer aussi souvent qu'ils le veulent les valeurs européennes, mais ils les ont trahies il y a des décennies. Et ça empire. Quand j'entends Ursula von der Leyen et quand j'entends Kaja Kallas parler, je me demande, sur quelle planète vivez-vous? Je veux dire, et quel langage utilisez-vous? Parce que ce n'est pas le langage convenu. Je veux dire, vous donnez un nouveau sens aux mots, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Si vous vous souvenez de la scène entre Alice et Humpty Dumpty, c'est une scène merveilleuse, dans laquelle Humpty Dumpty dit qu'il peut déterminer le sens de chaque mot, et qu'il peut donner à n'importe quel mot le sens qu'il veut lui donner. And that he can give any word the meaning what he wants to give it. And Alice is surprised and says, "But you can't do that." Et Alice est surprise et dit, « Mais tu ne peux pas faire ça. » Et Humpty Dumpty dit, « Oh si, je peux, parce que j'ai le pouvoir. Donc si j'ai le pouvoir, je peux mentir, je peux tuer, je peux faire tout ce que je veux, et je l'appellerai, vous savez, les droits de l'homme. » C'est une destruction du langage que Noam Chomsky a très fortement identifié et défini il y a longtemps. Et donc, fondamentalement, nous avons les outils pour nous sortir de ce pétrin. Et comme beaucoup, certainement pas seulement moi, l'ont dit, vous savez, quand vous êtes profondément dans le trou, arrêtez de creuser. Pour l'amour du ciel, si vous voulez sortir du pétrin que vous avez vous-même créé. Mais nous ne voyons pas la volonté de la part de Mark Rutte, de la part de Macron, de la part de Merz, de la part de Starmer, de reconnaître ce qui est plus qu'évident. Et ce que George F. Kennan a déjà dit en 1987. L'expansion de l'OTAN était un What George F. Kennan already said in 1997, NATO expansion was a fatal error. And erreur fatale. and why? Et c'est trop évident. Pourquoi ne pouvons-nous pas construire des ponts en or pour que ces gens se retirent avec un minimum de dignité, afin qu'ils ne se sentent pas humiliés? Ils perdront la face, bien sûr, car ils ont perdu la guerre en Ukraine. Mais ils devraient pouvoir s'en retirer lentement, tourner la page et recommencer. Il doit être clair pour eux qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre, certainement pas sans le soutien total des États-Unis. Et quand je parle de soutien des États-Unis, je ne parle pas seulement d'armes et de missiles. Je parle de renseignements. Je parle de Starlink. J'attends que Trump dise « Écoutez les gars, je vais vous couper de Starlink et c'est la fin. Vous ne pourrez pas utiliser nos satellites. » I mean, you're not going to be able to use our satellites. You won't be able to use. Vous ne pourrez pas utiliser notre renseignement pour envoyer des missiles sur le territoire russe. C'est fini. Et je veux dire, la capacité d'accepter que quelque chose est terminé, que vous avez perdu, fait en réalité partie de la civilisation. Cela fait partie de grandir. Je veux dire, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Mais vous ne pouvez pas rester pétulant et intransigeant en disant « Je veux gagner cette guerre ». C'est comme Hitler après Stalingrad. Je pense qu'il aurait dû se tirer une balle dans la tête en 1943 et ne pas attendre jusqu'au 30 avril 1945. Je ne dis pas que les dirigeants occidentaux devraient se tirer une balle dans la tête. Je dis juste, que diriez-vous de vous regarder dans le miroir
d'accepter que vous avez fait une erreur, d'avoir un peu d'humilité, un peu de modestie et de vous retirer progressivement de ce désastre. And just gradually withdraw from this disaster. I couldn't agree more. Now, of Je ne course, pourrais pas être plus d'accord. in terms of, Maintenant, bien sûr, en termes de manque de confiance et de traités rompus, nous pourrions discuter du JCPOA et de bien d'autres choses, mais nous manquons de temps. so Donc, Alfred de Zayas, j'apprécie vraiment votre point de vue. Merci beaucoup. really appreciate your perspective. Thank you so much. Merci à vous six.